On va aborder un sujet qui m'a été demandé en commentaire par, j'imagine, un étudiant. Si tu cherches Persona UX sur Google, tu as 50 templates Figma avec une photo Adobe Stock, un prénom sympa, un âge, une citation inventée et le fameux « j'aime le café ». On l'a tous fait, cherche pas. Je vais te poser une question directe. Est-ce que ce genre de persona t'a aidé à prendre une vraie décision de design? Parce qu'un persona, selon comment il est construit, c'est soit l'outil le plus puissant pour centrer une équipe sur ses utilisateurs, soit la meilleure façon de déguiser les hypothèses de l'équipe en certitude. Aujourd'hui, on démonte les deux et on voit ce qu'un persona doit vraiment contenir pour servir à quelque chose. Bienvenue dans la série Comprendre l'UX, la série qui permet de mettre en perspective les termes UX, UI et produit. Alors un peu d'histoire parce que ça fait plaisir. Persona ont été inventés par Alan Cooper, designer et développeur américain reconnu pour l'une des figures fondatrices de l'interaction design. Il développe le concept vers 1983, pas en 99. 99, c'est la date de publication de son livre The Nates Are Running the Asylum, où il formalise la méthode. Mais la genèse, c'est bien plus tôt, sur un projet de logiciel de gestion de données où il interviewe des utilisateurs ponctuels et observe un pattern clair. Malgré leurs différences, il tombe dans 3 groupes distincts, différenciés par leurs objectifs, leurs tâches et leur niveau d'aisance. Il crée 3 archétypes, Chunk, Cynthia et Rob. Et au lieu de concevoir pour l'utilisateur, il se met à la place de chacun d'eux pour tester ses décisions de design. C'est ça l'idée originale. Observer d'abord, synthétiser ensuite. Pas fabriqué à partir de rien ou de l'artifice. Le problème, c'est qu'en popularisant la méthode, l'industrie, comme d'habitude, a souvent gardé le format et a oublié la partie recherche. On a des templates partout, des champs à remplir, un prénom, une photo, un âge, une citation. Et beaucoup d'équipes remplissent ce template en réunion, en 2 heures, sur la base de ce qu'elles pensent savoir sur leur utilisateur. Le NN Group a un nom pour ça. Les proto-personas. Ce sont des personas basés sur les hypothèses existantes de l'équipe, sans nouvelle recherche. Et leur verdict est clair. Un proto-persona est souvent une chambre d'écho des mauvaises hypothèses de l'équipe. Il peut même créer un effet négatif sur la perception des personas en général. Un proto-persona peut être utile pour aligner une équipe rapidement au démarrage d'un projet, mais il doit être traité pour ce qu'il est. Une hypothèse de travail, pas une vérité sur tes utilisateurs. Donc ensuite, on va parler des 3 types. Le NN Group distingue 3 niveaux de persona et c'est une grille de lecture très utile. Donc on a le proto-persona, celui qu'on vient de citer, basé sur les hypothèses de l'équipe, rapide à produire, dangereux si on l'utilise comme référence. Ensuite, on a le deuxième qui est un peu mieux, à savoir le persona qualitatif, basé sur des entretiens et des observations terrain. C'est le standard recommandé. Il reflète des comportements réels, des frustrations documentées, des objectifs observés. Et enfin le dernier, le persona statistique, basé sur des données qualitatives et quantitatives combinées. Le plus solide en réalité. C'est également le plus rare parce qu'il demande une vraie infrastructure de recherche. La réalité terrain, beaucoup d'équipes font des proto-personas en croyant faire des personas qualitatifs. Et les deux ne se ressemblent pas du tout comme on vient de le voir. Même un persona qualitatif, bien construit, a des limites qu'il faut connaître. On reprend le format de la dernière fois parce que je l'ai plutôt bien aimé. Première limite, un persona est figé dans le temps. Créé en 2022, utilisé en 2026, sans mise à jour, il décrit peut-être des comportements qui ont évolué. Les usages changent, les personas statiques ne suivent pas. Deuxième limite, la plupart des personas sont remplis d'informations démographiques qui n'ont aucun impact sur les décisions de design. L'âge, la ville, le salaire, ça ne dit pas pourquoi quelqu'un abandonne un formulaire à la 3e étape. Les objectifs comportementaux et les frustrations concrètes, si. Et enfin, 3e limite, si la recherche qui alimente le persona est conduite avec des biais, une équipe homogène, des questions orientées, un panel non représentatif, le persona reflète ces biais. Un biais cognitif bien mis en page reste un biais cognitif, quoi qu'il arrive. Alors concrètement, c'est quoi un persona qui guide vraiment une décision de design? Parce que jusqu'à maintenant, on a délimité le contour. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà, c'est pas la photo stock et c'est pas le prénom. Ce qui compte vraiment, c'est les objectifs comportementaux. Ce que l'utilisateur essaye d'accomplir. Dans quel contexte? Avec quelles contraintes? Les frustrations observées, donc pas inventées, pas supposées, mais documentées lors d'entretiens ou d'observations. Et ce qui est important aussi à garder en tête, c'est les verbatim terrain. Des vraies phrases que des vrais utilisateurs ont dites et qui bloquent la décision. La friction principale entre l'utilisateur et son objectif. Un persona utile
répond à une question de design, pas une question de marketing. Donc pour répondre à la question du début, les personas servent à quelque chose quand ils sont construits sur de la vraie recherche, quand ils reflètent des comportements observés et quand ils sont mis à jour. Quand c'est pas le cas, ils donnent l'illusion qu'on connaît ses utilisateurs. Et parfois, c'est pire que de ne pas avoir de persona du tout. Donc à penser pour la prochaine fois. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, regarder les autres vidéos. Et en attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode de la série Comprendre l'UX. L'UX accessible pour tous et simplifié.